Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission dédiée au streaming et aux séries sur Tech & Co. Je suis ravi de vous retrouver et c'est Noël avant l'heure pour les fans de Taylor Swift. Je ne sais pas si vous en faites partie, puisque Disney+ diffuse en cette fin d'année un documentaire exclusif sur les coulisses de sa tournée phénomène The Eras Tour. Je dis un peu à l'américaine pour me la péter, mais 6 épisodes en tout, voilà, sur la préparation de cette tournée, les coulisses, des concerts, comment elle a conçu toute sa scénographie, les scènes avec sa famille, avec son petit copain, bien sûr, qui sont très attendus par les fans. Et en bonus, un concert filmé en intégralité, le tout dernier concert de la tournée, je crois. Documentaire musical de plus, donc sur les plateformes de streaming, il y en a de plus en plus. Elles se les arrachent, ces plateformes. Alors, on a évidemment la vie d'Orelsan en long, en large et en travers sur Prime Video. Il y a Billie Eilish sur Apple TV aussi qui avait sorti quelque chose, en passant par les Beatles, remis au goût du jour par Peter Jackson sur Disney+. Mais quels sont les enjeux derrière ces docus? Pourquoi est-ce que les plateformes, elles les multiplient et pourquoi est-ce qu'elles en produisent autant? Deux invités avec moi pour en parler. Tout d'abord, Olivier Forest. Bonjour Olivier. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es l'organisateur du Festival international des films musicaux qui porte le très bien trouvé acronyme de FAME. Merci, exactement. C'est un festival qui existe depuis 2014. Oui, depuis 2014, c'est ça. Donc on approche de la 10e édition. Et avant, je me suis occupé d'un autre festival à partir de 2007. Donc voilà, ça fait, on va dire, une vingtaine d'années que je suis un peu dans ce monde des documentaires musicaux. Et il faut avouer que le paysage a beaucoup changé depuis ce moment-là. Tu vas nous raconter tout ça justement. Et puis en face de toi, il y a Sylvain Trinel. Salut Sylvain. Bonjour. Comment ça va? Bah écoute, ça va, on va parler de Taylor Swift, donc finalement tout va bien. Et oui, parce que tu es journaliste pour le site de Tech & Co, ça les gens ils le savent. Ça, on le dit régulièrement dans l'émission quand tu viens, mais les gens vont découvrir aujourd'hui ta deuxième casquette. Oui, Ta c'est part ça. d'ombre peut-être. Exactement, le puisque forceur. tu es, ta part de forceur, parce que tu es un fan absolu de Taylor Swift, voilà, qui nous matraque dans la rédac dès qu'elle sort, le moindre post, le moindre tweet, le moindre son. Exactement. Mais c'est aujourd'hui ton jour de gloire. Oui, tu vas tout à pouvoir fait. en parler Enfin. pendant peut-être pas des heures, parce que sinon on va exploser le compteur et les producteurs vont pas être contents, mais tu vas pouvoir nous dire tout ce que tu penses de ce docu que tu as vu. Les 2 premiers épisodes sont déjà sortis, on va en parler. C'est notre débat de la semaine, c'est parti. Voilà, on va commencer donc par ce fameux docu The End of an Era, c'est ça le titre, C'est ça. Sylvain, qui nous raconte donc en 6 épisodes jusqu'à la fin de l'année, il y en a 2 par semaine, les coulisses, la création, la genèse de cette tournée événement, la tournée la plus rentable de l'histoire de la musique. On va en parler, je veux juste faire un petit crochet par Olivier juste avant, pour Olivier quand même replacer dans un contexte. Les films musicaux, les documentaires musicaux, ça existe depuis des décennies. Ça existe depuis des décennies, en fait. Effectivement, en fait, le cinéma et la musique pop, ils ont toujours cherché à s'allier. Et vraiment, en général, pour maximiser les profits, ça a toujours été. Mhm. Donc ça commence dès le rock'n'roll, hein, les années 50, les films avec Elvis Presley. Bien sûr. Donc c'est pas vraiment des documentaires. Pour les documentaires, il va falloir attendre un peu plus longtemps, parce qu'au début, le matériel est un peu compliqué, c'est lourd, etc. Et on va attendre au milieu des années 60, il y a un groupe de cinéastes qui vont inventer une caméra légère, Mhm. qui se porte à l'épaule, avec le son synchrone. La première personne qu'ils vont filmer, c'est Kennedy, Ok. et la deuxième, c'est Dylan. Et ils vont faire un film qui s'appelle Don't Look Back, qui est pour moi un peu vraiment le point de départ du documentaire musical. C'est-à-dire que tous les éléments qu'on voit dans les documentaires musicaux actuels, ils sont nés là, juste parce que lui, il va pouvoir suivre Dylan dans son mouvement, dans sa vitesse. Avant, c'était très mise en scène, voilà, on filmait, on changeait la caméra. Là, il va le suivre quand il monte sur scène. Donc, ce fameux plan qu'on doit retrouver dans à peu près tous les documentaires du musicien de dos qui marche vers la Mhm. scène. Il va le suivre quand il sort de scène, quand il est en coulisses, quand il s'engouffre dans la limousine, avec les fans qui poursuivent, quand il est à l'hôtel et qui font des fêtes en backstage, etc. J'ai l'impression que tu parles du docu de Taylor Swift, là, hein, c'est Eh dire ben, à quel point. Quand on regarde ce documentaire, il a inventé un peu tous les points qu'ils vont faire. Il invente à la fois le documentaire musical et il invente aussi la figure, quelque part, de la rockstar, c'est-à-dire de la rockstar intégrale. C'est plus comme Elvis, où on est une star sur scène. Mhm. Dylan, il est une star tout le temps. C'est-à-dire même quand il est chez lui, comme ça, en train de parler avec John Baez et de tapoter sur son piano, il est une star, il est plus grand. Donc à partir de là, à partir du moment où ce matériel technique est inventé, et ben là, les vannes sont ouvertes, hein, et le documentaire, ça va continuer. Il va y avoir toute l'âge d'or avec les grands films de concert, Woodstock, Mhm. qui est à l'époque la plus grande production documentaire jamais mise sur pied.
Ensuite, ça continue. Il va y avoir un petit trou d'air dans les années 80 avec l'arrivée de MTV, Ouais. puisqu'on va passer un peu à un autre registre, en fait, pour voir les images des Et documentaires. l'heure du clip aussi beaucoup. Voilà, donc ça va un petit peu changer la donne, mais en même temps, le genre du documentaire musical, il va jamais mourir, puisque même dans les années 90, on va avoir Madonna qui va faire In Bed with Madonna, donc pareil, embedded Mmh. dans la tournée de Madonna, avec ses danseurs, voilà, donc qui est un peu en écho aussi avec Taylor Swift. Et puis après, ce qui va quand même vraiment changer la donne, c'est l'arrivée de YouTube, Mmh. l'arrivée des réseaux sociaux et l'arrivée des plateformes. Donc voilà, cette histoire du documentaire musical, elle est liée à l'histoire de la pop, en fait, à l'histoire de la musique pop. On verra justement ce que les plateformes ont changé concrètement, un peu plus tard dans l'émission, mais revenons donc sur, cette actu qui nous concerne, la sortie du documentaire de Taylor Swift. Forcément un événement à la hauteur de l'événement qu'est Taylor Swift aujourd'hui. On le disait un peu même pour se moquer, dès qu'elle dit quelque chose aujourd'hui, ça a un retentissement mondial. Si elle se marie, c'est Saxo Bank par exemple qui imagine que si elle se marie et qu'elle a un enfant dans la foulée, ça pourrait relancer toute l'économie mondiale tellement elle a de l'influence aujourd'hui. Donc on imagine bien que quand elle sort un documentaire musical, c'est un événement. Sylvain, les 2 premiers épisodes, ils sont sortis, ça y est. Qu'est-ce qu'on voit dans ce docu? Tu disais, on voit exactement ce qu'il y a dans le docu de Bob Dylan, c'est-à-dire que ça ne réinvente rien, mais Ça, qu'est-ce qu'on y voit? ça ne réinvente rien. En fait, c'est intéressant parce que bon, Taylor Swift avait déjà fait l'objet d'un documentaire qui s'appelait Miss Americana, qui était sorti sur Netflix, qui a été produit par Netflix et réalisé par une réalisatrice oscarisée dont j'ai oublié le nom et j'en suis désolé, mais qui était très très bien parce qu'à ce moment-là, on voyait aussi les faiblesses de Taylor Swift, mais Mmh. aussi tout un aspect politique. Pour le docu en 6 épisodes de Disney+, qui n'est pas produit par Disney, c'est important de le rappeler, on est sur quelque chose de plus consensuel. On est sur quelque chose à la gloire de Taylor Swift, C'est produit véritablement. par Taylor Swift. C'est produit par Taylor Swift, et effectivement, on va avoir des moments en coulisses, on va avoir des moments sur scène, on va avoir par exemple la collaboration à Wembley avec Florence Welch de Florence Plays the Machine. C'est plein de petits moments de vie de Taylor Swift lors de ses ultimes concerts européens. Mmh. Parce que, et ça vient surtout en fait consacrer une tournée qui a attiré plus de 10 millions de personnes. Enfin, c'est du jamais vu dans l'histoire Ouais. de la musique. Donc clairement, c'est un événement en soi, sa tournée, et donc le documentaire également. Donc il y a des choses intéressantes à découvrir pour les fans, notamment dans la manière dont Taylor Swift a conçu sa scène, a conçu la setlist, comment est-ce qu'elle a discuté avec ses équipes pour les chorégraphies, etc. Et c'est des choses, pour les fans, c'est cool. Pour les moins fans, regardez Miss Americana, parce qu'il est beaucoup plus intéressant sur l'industrie musicale que celui-ci, qui nous apprendra, en tout cas à ce stade, pas grand-chose de ce qu'est l'industrie musicale au-delà de Taylor Swift. C'est un personnage qui est forcément très scruté. On l'a dit, on est aussi à l'heure des réseaux sociaux, donc forcément, les gens filment tout. On voit déjà beaucoup de choses sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Elle-même en met déjà beaucoup en scène dans ses propres posts. Est-ce qu'on apprend malgré tout des choses sur Taylor Swift dans ce documentaire, que ce soit sur le plan humain ou musical? Sur le plan humain, oui, je dirais que oui, parce qu'en fait, on constate que malgré le fait que ce soit une superstar, elle conserve, on va dire, un aspect un peu, une humanité, on va dire, qui est palpable à pas mal de moments, notamment, quand elle s'adresse à ses équipes. Elle se rend bien compte que, sans eux, rien n'aurait pu être fait. Elle leur offre d'ailleurs, c'est l'objet du 2e épisode, une prime, équivalent à près, d'1 million de ouais, c'est ça, c'est 1 million de dollars, je crois. Donc c'est assez énorme. On la voit aussi, se remettre en question au moment où, elle doit attaquer les concerts en Angleterre, qui sont les derniers concerts européens, et juste avant, elle a annulé ses concerts en Autriche où il y avait eu, une tentative d'attentat, terroriste. Dans le même temps, il y avait également eu une attaque contre des gamines qui, dansaient et chantaient dans un cours, sur ses chansons, et donc on voit dans le documentaire qu'elle va à la rencontre de ces familles, que l'on ne voit pas dans le documentaire, c'est Ouais. important. Il y a plein de petites choses comme ça qui permettent de voir un peu les fêlures de l'artiste. Après, comme je le disais, c'est beaucoup moins, je dirais même que c'est beaucoup plus consensuel que Miss Americana. Mmh. On est sur une communication qui est ultra maîtrisée quand elle se met en scène, parce que c'est clairement une mise en scène, en train d'écouter un livre audio. C'est pour que ses fans sachent de quel livre Bien sûr. quel livre elle écoute. Et d'ailleurs, L'influence. pour info, le livre en question, j'ai plus le titre là tout de suite, mais pour avoir essayé de l'acheter, il est en rupture de stock partout depuis la parution du docu. Donc C'est fou. voilà, tout l'impact
que ça peut avoir. On le voit à travers ce documentaire. Olivier, je pense que tu es moins fan que Sylvain de Taylor Swift, puisque c'est impossible d'être plus fan que Sylvain de Taylor Swift. Mhm. Tu as vu aussi les 2 premiers épisodes. Qu'est-ce que ça t'a évoqué, toi qui as tout ce background d'avoir vu des centaines de documentaires? Oui, écoute, moi j'ai vu les 2 premiers épisodes. On est clairement dans quelque chose de très contrôlé. On est quelque chose qui vient s'inscrire dans le narratif de l'artiste et de son entourage, dans le narratif qu'elle met en place. Euh, je crois qu'on sent clairement que c'est là aussi pour entretenir la flamme. Pour les fans, cette tournée, elle a été très importante. Mmh. Donc je pense que pour eux, revivre cette tournée avec un regard en coulisses, avec un peu d'autres aspects, avec des moments plus intimes, pour eux, c'est assez Mmh. important. Je crois qu'il y avait aussi ce que tu disais, mais toute sa parole sur les attentats était assez attendue de la part de ses fans parce qu'elle n'en avait pas parlé. Elle n'en avait pas parlé avant pendant la tournée, donc c'était assez attendu. Donc je crois que voilà, ça remplit ses objectifs. C'est là pour entretenir la flamme des Mmh. fans, pour essayer éventuellement d'aller peut-être en chercher d'autres. C'est aussi là pour inscrire Taylor Swift comme un mythe, hein, pour quelque part graver dans le marbre cette Mmh. tournée qui est la plus grande tournée jamais organisée, enfin en tout cas la plus rentable. De l'histoire, ouais. C'est là pour l'inscrire quelque part dans l'histoire et peut-être pour donner envie aux gens de se dire bah, je vais pas louper je vais essayer de pas louper la prochaine si j'y ai pas été. Mais je suis aussi d'accord que malgré toute cette machinerie qui est extrêmement bien huilée et Mmh. extrêmement contrôlée, il y a quelque chose qui passe. C'est peut-être pour ça que Taylor Swift est une aussi grande star. C'est que je trouve que même dans cet environnement démesuré, ces stades ou cette communication très léchée, il y a quelque chose qui passe, il y a une empathie, Mmh. il y a quelque chose où on sent de sa part une empathie un peu pour les autres et on a nous-mêmes une forme d'empathie pour elle alors qu'elle est quelque part dans la stratosphère, très loin de nous, quoi. Sur la forme, c'est une forme qui est assez classique malgré tout, de ce que toi tu peux en voir, on voit, tu disais un peu les coulisses, le côté, on voit la personne qui monte sur scène, la star et cetera, dans Oui, l'ombre, les fêlures et cetera. ouais. Bah oui, oui, voilà, on est dans une forme. Bah, il y a les grandes formes de documentaire musical pour aller un peu vite, hein, mais on a le documentaire en immersion, donc Mmh. la ligne, bah, Bob Dylan, Madonna, Billie Eilish, Taylor Swift. On a on a le documentaire un peu historique, on va dire, mais là qui concerne plutôt bah, des artistes qui sont disparus. Ouais. Dans ce film sur Amy Winehouse Ouais. qu'on a vu il n'y a pas longtemps, le documentaire sur Nina Simone, etc. Et ça, il y a toujours une grosse production. Et puis, il y a une zone aussi un petit peu différente que moi j'appellerais le documentaire fiction, qui vient un peu de la lignée des films de Richard Lester sur les Beatles dans les années Mmh. 60, où les Beatles jouent leur propre rôle, Ouais. mais dans une petite histoire, une petite historiette, on va dire. Et ça, c'est un genre un peu plus marginal, mais qui n'a jamais totalement disparu. Les Spice Girls Mmh. avaient fait un film Ouais, comme vrai, tout à ça. fait. Excellent met- film d'ailleurs. Spice World. Voilà, très bon film que moi j'aime beaucoup. C'est vrai, c'est Des vrai. groupes comme Kiss avaient fait un film comme ça, donc c'est un peu, ça s'adresse voilà, à un public un peu plus jeune. Mais très récemment, il y a un groupe qui s'appelle Kneecap, qui est le groupe de hip-hop irlandais qui a beaucoup défrayé la chronique récemment, parce que, en Ouais. particulier à Rock en scène, qui a fait aussi une sorte de film comme ça où ils se mettent en scène. Et Charlie XCX va sortir un film bientôt qui est, alors on ne sait pas exactement, mais une sorte de faux documentaire. Voilà, donc on a un peu ces trois genres. Genre qui fait un peu penser aussi au film d'Orelsan et de Gringe, Comment c'est loin, Voilà, qui très très proche de leur propre vie, mais qui reste avec une petite voilà, histoire, exactement. Et c'est une veine qui est un peu plus marginale, mais qui n'a jamais qui existe. disparu. Voilà. Et là, dans Taylor Swift, on est clairement dans cette idée d'immersion, avec forcément ce bémol de, voilà, on cherche quelque chose d'authentique, mais en même temps, on sent que tout est sous contrôle et tout est quand même bien Oui, mis on en imagine scène. bien que même quand on doit montrer des moments, si jamais il vient y en avoir où elle craque, ça a un sens de le montrer. C'est pas, il y a C'est une ça. volonté, quoi. Ça raconte quelque chose du personnage. C'est pas juste, c'est contrôlé, quoi. Il y a aussi des moments sans doute de craquage qu'on ne verra pas Complètement. parce qu'il ne raconte Oui. rien, ou Bah, en tout cas pas le notamment- narratif que. Elle ne crie pas. Oui, Tu vois, c'est ça, c'est peut-être ça un peu en tout cas des pareil, c'est deux improbable premiers pour épisodes. une Voilà. tournée aussi Je pense qu'à un colossale. moment donné, oui, tu dois pouvoir péter un câble Même un et moine on le voit bouddhiste pas. finirait par s'énerver sur Oui. Ouais. une tournée aussi énorme. C'est ça. Donc c'est le seul défaut, c'est que ça reste effectivement relativement gentil et c'est la petite blondinette de l'Amérique. Donc elle a faut pas certes une casser cette trentaine d'années image. aujourd'hui, mais il faut pas casser Mm. cette image. Parlons un peu des plateformes de streaming, puisque c'était aussi la promesse de ce débat, puisque c'est là qu'a lieu la bataille en ce moment, hein, que ce soit sur les documentaires musicaux, mais aussi de manière générale sur le cinéma. On en a parlé récemment avec le rachat de Warner par Netflix. Enfin, voilà, c'est aujourd'hui ici que tout se joue. Ce documentaire de Taylor Swift, Sylvain,
pour Disney+, qui est une plateforme qui marche, mais pas non plus excessivement bien, qui ne rattrapera sans doute jamais Netflix, malgré les ambitions, c'est un super coup. C'est un super coup, qui a été d'ailleurs dealé directement par Bob Iger, hein, c'est dire les enjeux, Il y je avait eu un pense. précédent, il me semble, il y a 1 an et demi, Oui, il y avait eu un concert filmé c'est ça déjà. et qui est arrivé, du coup, je crois que c'était en fin d'année dernière, dans mes souvenirs, mais en Ouais, tout cas peut-être un peu avant. le concert, il y avait eu un concert qui a été filmé. Là, ils ont ressorti une nouvelle version du concert qui est donc Ouais. le dernier concert de la tournée, qui est plus chiadé, on a beaucoup plus de plans sur la foule, on entend plus la foule aussi et Oui. cetera et c'est complètement différent. Mais c'est un gros coup pour Disney parce que, Netflix, le voulait, HBO, le voulait, en plus de ça, elle fait sa petite vie au cinéma avec la chaîne de cinéma, AMC. Mmh. Clairement, il y a un enjeu qui est énorme parce que, ça signifie que des gens vont vraiment s'abonner pour elle. C'est pour ça aussi que la mini-série, pardon, la série documentaire, Ouais. elle est diffusée en plusieurs parties et sur plusieurs semaines. C'est pour conserver au maximum les gens au-delà, du premier mois d'abonnement et Mmh. cetera donc À une période qui est hyper importante puisque c'est ça. ça va se finir le 26 décembre, je crois, la diffusion, Oui, donc en plein pendant les fêtes de fin d'année qui sont cruciales dans le monde entier, mais particulièrement aux États-Unis où c'est vraiment un moment sacralisé de fête en famille. On peut pas ne pas penser qu'il y a aussi la concurrence de Netflix avec Stranger Things au même moment qui est là, donc il y a une bataille de plateformes et c'est un moyen peut-être pour Disney justement d'exister face à, Netflix, dans oui. cette période cruciale, Et quoi. en plus, bah, oui, Netflix, maintenant ils sont en bisbille, enfin, ils sont plus en bisbille avec Taylor Swift justement parce qu'elle a été vexée d'une blague dans une des séries Netflix. Elle l'avait dit d'ailleurs sur ses réseaux sociaux, et depuis effectivement, elle s'est tournée vers Disney et ça cartonne. Moi, je me rappelle avoir, discuté avec les gens de Disney, France et ils disaient qu'ils n'avaient jamais vu ça en termes de Mmh. visionnage. Donc, il y a, effectivement c'est un événement et qu'ils le sortent comme ça, le 12 décembre. Alors certes, c'est l'anniversaire de Taylor Swift à ce moment-là, mais c'est pas un hasard parce que oui, il faut répondre à Stranger Things parce que, aujourd'hui, c'est aussi, je pense, des programmes qui sont moins chers que de produire une série, spécifique comme, les Stranger Things ou d'autres, Oui. grosses productions Netflix. Faut aussi l'admettre. Et par ailleurs, ça arrive à une période où Disney+ n'a pas grand-chose en C'est catalogue de ça, très fort. Il y a exactement. pas de série Marvel, il y en a une en janvier, mais qui sera pas un gros carton. Il y a pas Star Wars en ce moment, voilà, il manque un peu peut-être d'un truc fort de fin d'année et Taylor Swift vient, peut-être sauver le soldat Disney+, en dernière minute. Tu le disais Olivier, les plateformes de streaming, elles ont, un peu comme tous les acteurs qui changent l'industrie du cinéma, de la télé, elles ont forcément eu un impact sur les documentaires, musicaux, les films musicaux. C'est quoi? C'est la façon de produire? C'est la quantité de production? Qu'est-ce qu'elles ont, apporté ou changé? C'est un peu tout ça, en fait. Elles ont eu un impact énorme. Déjà, elles ont changé la donne. Déjà, elles ont changé les formats. OK. Pendant très longtemps, les documentaires musicaux, c'était soit des 52 minutes de format télé, Mmh. soit c'était un format cinéma, 1 heure et demie, 1 heure et demie, 2 heures. Les plateformes sont arrivées avec des formats qui n'ont plus rien à voir. Je pense à la série de Peter Jackson sur les Beatles. Mmh. Ça dure quasiment 8 heures. Ouais. C'était impossible à sortir en salle. Et c'était pour une télé de flux comme ça, c'est que c'est compliqué. Donc il n'y a qu'une plateforme qui peut se permettre des formats comme ça aussi gigantesques. Donc elle a inventé ce principe de la série documentaire, mais et du coup qui lui permet aussi, je pense, les plateformes avec une diffusion mondiale, ça leur permet à la fois de s'attaquer à des projets de superstars comme Taylor Swift, mais aussi d'aller chercher des niches, d'être sur des choses comme ça plus pointues. Et c'est vrai que quand on va fouiller sur Netflix, on peut tomber sur des documentaires sur Lil Peep, enfin voilà, Mmh. sur des rappeurs beaucoup plus underground. Donc ça, c'est très important. Le format a vraiment été modifié. Je pense aussi à la série sur DJ Mehdi, par exemple, qui Mmh. était Ouais, sur Arte sur Arte. TV. Bon, c'est une série qui fait 5-6 heures sur DJ Mehdi. Je pense qu'avant la possibilité de diffuser en plateforme, on aurait pu avoir un 52 minutes Oui, sur DJ Mehdi, au maximum 1 heure et demie sur DJ Mehdi, mais jamais 6 10 heures heures, ouais, bien sûr. sur Ouais, DJ Mehdi. complètement. Donc ça change un peu la donne. Et puis aussi, elles ont quand même relancé l'intérêt parce que pendant un moment, le documentaire musical avait quand même pas très bonne réputation auprès des producteurs parce que c'était un peu le bid Ah ouais? assuré. OK. Et moi, je me souviens quand même d'un documentaire sur Justin Bieber en Ouais. 2011. Bon, il avait fait un énorme carton aux États-Unis. En France, il a fait 30 000 entrées, quoi. Never Say Never, je crois que c'était ça En salle. le nom, ouais. Voilà, un truc comme ça. Donc c'était très casse-gueule. Souvent, ça marchait pas très bien, même les documentaires avec des très grandes stars.
Mais là, le fait d'être sur une diffusion, donc de s'affranchir de la salle, d'être sur une Mm. diffusion qui en plus est totalement en écho, c'est aussi l'écosystème numérique, digital. Les artistes communiquent sur les réseaux sociaux, les plateformes communiquent sur les réseaux sociaux, on écoute la musique en streaming. Le lien pour passer des réseaux à la plateforme, tout ça, ça se fait, on va dire, d'une manière assez naturelle, très coordonnée, très fluide. Donc voilà, on est dans un changement en fait d'écosystème technologique aussi, et qui du coup change vraiment la donne sur les documentaires musicaux, parce que moi, ça fait longtemps quand même que j'ai pas vu ça. On avait de temps en temps un documentaire qui émergeait, comme Sugarman, par exemple, Ouais, qui a eu un grand succès, mais ça, c'était plutôt l'exception qui confirme la Mais c'est vrai règle. que l'époque des documentaires, enfin voilà, on l'a chaque année, on en parlait hors plateau, le documentaire sur Céline Dion qui arrive une fois par an, mais qui est ultra lisse, et Mm. cetera. Voilà. On Ce n'apprend qui est rien agréable en fait de finalement. constater via les plateformes, c'est que justement le genre documentaire a changé pour le mieux aussi, même si ça reste lisse d'une certaine manière Mm. évidemment. Je pense qu'on a accès à beaucoup plus de choses. Le docu sur DJ Mehdi, il est super intéressant. Je Voilà. suis pas un énorme fan et Mm. pourtant, moi je l'ai trouvé passionnant. Donc il y a que les plateformes aujourd'hui pour nous offrir quelque chose comme ça, là où la télévision traditionnelle doit malheureusement se cantonner à des codes précis quoi, et à des artistes précis. Il y a quand même Voilà. un point que moi je voulais aborder, alors peut-être que je me plante, mais j'ai un peu l'impression que parfois on est plus dans l'hagiographique qu'avant, parce que c'est un peu le même problème qu'avec les films de réalisateurs sur les plateformes, c'est que le nouveau Scorsese, le Mm. nouveau grand réalisateur, le nouveau David Fincher qui vient produire pour les plateformes, c'est aussi une promesse de liberté créative absolue souvent, donc on les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Voilà, tu viens, tu nous fais un film de 3h30 sur des vieux gangsters que personne ne croit crédibles parce qu'ils ont 95 ans. Bon, bah, c'est pas grave, mais c'est Scorsese, il le fait, il est content de pouvoir le faire. Netflix est content de pouvoir dire on a un Scorsese au catalogue. Est-ce que c'est pas un peu le cas aussi des documentaires musicaux? Typiquement, on ouvre la porte à ces artistes en leur disant faites ce que vous voulez, nous on achète, on sera content de le récupérer, ça nous fait du catalogue? Ou Mm. est-ce que c'était déjà le cas avant la mise en scène de ces artistes de Ce qui est façon très intéressant, glorifiée? voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ça a toujours été le cas. C'est-à-dire l'alliance pop, musique, cinéma, il y a toujours eu quand même une arrière-pensée un petit peu business, un peu promo, Ouais. un peu carrière. Pour revenir au fameux documentaire sur Bob Dylan, qui pour moi est le Mm. documentaire séminal des documentaires musicaux, il a été commandé par le manager de Bob Dylan, Ok, donc Albert déjà à Grossman. l'époque, Déjà à l'époque, c'était ça. Les films sur les Beatles sont évidemment des films de pop exploitation, bien sûr. comme on peut appeler ça. Ça n'a pas empêché que ça donne quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre du documentaire musical. Je pense aussi au film sur Metallica, Some Kind of Monsters, qui est un film extraordinaire et moi, un de mes documentaires musicaux préférés. Le problème, c'est que c'est vrai qu'on est de plus en plus dans quelque chose qui est très verrouillé. Mhm. C'est-à-dire, là, quand c'est en plus directement produit par l'artiste, c'est évident que ça rentre, et ben ça vient en complément de l'album, de la tournée, etc. Donc ça vient s'inscrire dans un narratif. On J'allais n'est dire, on pas... crée un narratif Voilà, aujourd'hui, c'est ça on crée un l'enjeu. narratif, on complète un narratif. L'artiste reprend le contrôle complet sur son narratif, hein, au-delà de l'aspect un peu chaotique des réseaux sociaux et au-delà du regard plus critique de la presse. Là, on est dans j'écris moi-même mon narratif, on n'est jamais mieux servi Mm. que par soi-même. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans le regard d'un réalisateur sur un artiste. Je pense que les artistes ne donnent plus Mm. d'accès comme ça. Ils ont l'arme absolue qui est leurs droits musicaux. Donc, si de toute façon vous les filmez et que ça plaît pas, ils bloquent les droits et donc il se passera rien. Et puis ils Il y a peuvent un faire jouer cette concurrence de plateforme, ils peuvent très bien dire, bah, en fait, si mon regard d'artiste vous intéresse pas sur Netflix, je pense que Mm. Disney+ sera très content de l'acheter, donc il y a Voilà. peut-être ça aussi qui joue, quoi. Oui, bah forcément ça joue. Quand on est sur des artistes de l'envergure de Taylor Swift, c'est sûr qu'elle a du poids dans la Elle a négociation. qu'à Je pense que choisir, pour quoi. d'autres artistes, ils sont plus gagnants quand même à céder à certaines exigences de la chaîne. Mais voilà, moi c'est le petit écueil que je vois et qui pourrait finir par lasser Mm. le public. Il y a un documentaire extraordinaire sur un rappeur qui s'appelle Lil Wayne, qui avait donné un accès complet à un réalisateur qui a fait un film qui est fabuleux sur les coulisses où on découvre vraiment un personnage avec les hauts, les bas, la face sombre, etc. Résultat, le documentaire, il est interdit, il est invisible et le réalisateur a dit qu'en fait, à partir de ce documentaire, ça a changé le game dans le monde du hip-hop. C'est-à-dire que tout le monde s'est dit, oulala, là Mm. là, plus Ah ouais. jamais un type avec une caméra en freestyle comme ça et qui me suit partout et tout ce que je fais. Donc voilà, c'est le regret qu'on peut peut-être avoir, bien qu'il y ait une énorme production, qu'il y ait des choses très inventives, on se retrouve quand même dans des choses très verrouillées.
qui font partie de plan de carrière, c'est pas vraiment ça, mais en tout Mm. cas qui font partie d'un Le narratif qui narratif, ouais, convient ça. à l'artiste et à son entourage, Je quoi. pense évidemment à ça, l'exemple du docu d'Orelsan sur Prime Video qui dans une première partie, nous redonnait son propre point de vue à lui sur toute sa carrière, les nombreuses polémiques, etc. Et s'achevait par la promesse d'un nouvel album qui allait sortir. Derrière l'album sort, deuxième partie qui Mm. nous vend toute la conception de cet album pendant le Covid, qui nous vend un nouveau personnage d'Orelsan qui était créé. C'est hyper intéressant à regarder, mais c'est son frère qui filme, quoi. Ouais. Donc à un moment, on se doute bien que c'est la limite de Mm. filmer des trucs comme ça, mais ça n'en fait pas moins des documentaires Bah, malgré tout intéressants. ça a donné certains, je trouve, des plus grands films quand même. La pop musique, c'est un format commercial, hein, de toute Ouais, Oui, de façon, toute à façon, la base. c'est Je veux dire, intrinsèquement voilà. lié, voilà. Donc, donc ça vient jouer. On est sur des objets qui sont un peu hybrides, qui sont un peu Mm. impurs, et ça n'empêche pas que ça a donné certains des plus grands films. Moi, il y a quand même quelque chose, quand on parle d'authenticité, de regard, dans ces documentaires, il y a un truc qu'on voit jamais. On voit jamais les agents, on voit jamais les avocats, on voit jamais les conseillers en com, on voit jamais les gens du label, On voit on jamais voit les gens en jamais toutes ces colère. Oui, oui. réunions, on voit jamais tous les gens qui sont Ouais. derrière la réflexion sur le film. Donc ça, de toute façon, c'est un aspect qui reste dans l'ombre. Ce qu'on voit Ça toujours, donne l'impression que l'artiste est tout puissant, que c'est Ah. lui qui Mm. décide de tout, quoi, qu'il est le génie de sa propre histoire, oui, et ça donne l'impression qu'on a un artiste, sa musique et son public. et c'est tout. Et basta. Et c'est ça la belle histoire, la grande histoire. Voilà, tout le reste, tout ce qui se passe un petit peu en coulisses, bon, ça, pour C'est l'instant, là ça reste où souvent dans l'ombre. c'est là où justement le docu Taylor Swift est un peu plus malin que ça. Alors évidemment, on va pas voir toutes les ombres derrière Taylor Swift, mais il y a quand même un focus qui est fait sur certains membres de son équipe de production et même des danseurs qui ont percé sur les réseaux sociaux, etc. Mhm. Oui. Là encore, même si Après, on a l'impression que un c'est danseur, sincère, c'est soft, c'est pas Oui. un avocat, quoi. bien sûr. C'est plus Voilà, en sexy fait, c'est qu'un ça, c'est que avocat. même si on a l'impression que c'est sincère, c'est toujours quand même très chorégraphié, entre guillemets, parce que on s'intéresse pas à tous les danseurs, mais à un ou deux danseurs en particulier, parce qu'ils ont fait le buzz sur les réseaux sociaux, Oui. et parce que je pense qu'au fond d'elle, elle sait que certaines des images qui sont diffusées dans ce docu vont se retrouver sur TikTok, etc., et vont être Bien sûr. commentées par les Oui, fans. ça sert, bien sûr. encore une fois, in fine, ce narratif des artistes qui racontent aujourd'hui eux-mêmes leur propre histoire. Avant, ils la racontaient en chanson, parfois dans des films. Maintenant, ils la racontent dans des séries en 6 Mm. épisodes qui sont des super productions documentaires. Parce que malgré tout, 6 épisodes de 45 minutes dans les coulisses d'une telle tournée, ça n'a quand même pas rien à tourner. Ouais. Euh, Et puis les plateformes ont aussi amené des grands réalisateurs en leur donnant les moyens, parce Mm. que quand même Peter Jackson, donc Sur du les Seigneur Beatles, des Anneaux, tout à fait. sur les Beatles, mais il y a eu aussi Todd Haynes qui a fait le film sur le Velvet Underground. Ouais. Bon, bah là, si James on Cameron aura James Cameron fait la qui va- captation en 3D de On nous Billie promet une Eilish, révolution du concert filmé. On n'aura jamais vu un concert filmé de cette façon. Voilà, James Cameron qui va filmer eh ben, un moi ou plusieurs concerts, j'attends je ne sais avec plus, impatience de voir ce de que ça Billie donne. Eilish. Billie Eilish qui avait donc déjà, on l'a évoqué, raconté sa vie sur Apple TV dans un premier Mhm. documentaire. Donc c'est aussi une star qui assume ce format. Merci à tous les deux pour ce débat passionnant. On va passer à nos dernières chroniques. C'est les séries de la semaine. C'est parti. Deux coups de cœur de nos invités pour terminer l'émission. Donc, Olivier, on va commencer avec toi, tiens. Pas de documentaires musicaux, voilà. On Non. sort de notre case. Mm. On a beaucoup parlé de la série Les Vivants sur le 13 novembre qui a été diffusée sur France TV. Très belle série sortie cette année à l'occasion des 10 ans des attentats. Mais c'est une autre série, toi, qui t'a marqué. 13 novembre, Le choix de Sonia, ça s'appelle. Oui, voilà, exactement. C'est une série, alors effectivement, qui répond un peu aux vivants. C'est un autre aspect des attentats du 13 novembre, puisque là, on va suivre cette personne dont on avait entendu parler à l'époque, qui s'est retrouvée face au dernier terroriste du Bataclan par une suite de hasards et qui l'a dénoncé. Donc c'est une série qui est, je trouve, assez forte, dont on n'a pas tellement entendu parler, et surtout c'est un des ressorts en fait de beaucoup de grands films, c'est-à-dire qu'on a un personnage ordinaire qui va se retrouver pris dans une histoire extraordinaire. Là, on a un personnage qui a une mère de famille, qui a son compagnon, qui a ses enfants, qui est, comme tout le monde, tétanisé par les attentats du 13 novembre, et qui va se retrouver le 14 novembre face au dernier terroriste, qui lui demande de lui trouver un téléphone, un hébergement, du fric, machin, et elle va faire le choix de le dénoncer. Sauf qu'on est évidemment en pleine
panique. Mmh. Tous les services de sécurité de la France entière et même du monde entier sont sur les dents. Et donc, quand on est une petite dame qui décroche son téléphone pour appeler en disant j'ai vu le terroriste, on n'est pas cru tout de suite. Donc, on va suivre un petit peu, euh, presque heure par heure, en fait, parce que ça se joue sur quelques jours. C'est Ouais. quelques journées où elle comprend à qui elle a affaire, où elle rentre en contact avec les services de renseignement, où il y a tout un passage où elle est screenée, c'est-à-dire on se demande, voilà, est-ce qu'il faut la prendre au sérieux avant que ça puisse agir. Et on va même lui confier, de lui dire, bah, continue à le faire parler, essaye d'avoir des informations. Donc on a cette personne qui est une Madame Tout-le-Monde, qui travaille au Resto du Cœur, qui n'a rien à voir avec Mmh. tout ça, et qui se retrouve en première ligne dans l'événement qui est en train de bouleverser la France et le monde entier. Et il y a un dispositif qui est intéressant dans cette Voilà, série, puisque cette personne, évidemment, ne se montre pas à visage non, découvert. Elle vit aujourd'hui sous protection des témoins, elle exactement. est cachée, on ne sait pas où elle Voilà, habite, peut-être même pas en France d'ailleurs. voilà. Et donc, ils ont fait le choix de mettre une actrice. Voilà. Donc c'est une série qui est une reconstitution Mmh. en fiction, qui est entièrement basée sur ces témoignages. Et on voit dans la série des entretiens entre l'actrice qui joue son rôle et cette personne dont on ne connaît plus le nom, plus l'identité, qui est cachée derrière un voile, Mmh. qui entre dans cette pièce par une autre porte. C'est-à-dire que même les gens de l'équipe de On ne la tournage voit pas. ne l'ont pas vue. Mmh. Et c'est ces entretiens entre elle et la comédienne qui joue son rôle qui donnent une vraie vérité, en fait. C'est-à-dire on n'est pas dans une histoire héroïque, démesurée, on est vraiment dans les choix de quelqu'un, de monsieur et madame tout le monde qui se retrouvent à devoir faire des choix incroyables, qui se retrouvent sous une pression Mmh. complètement dingue et qui se retrouvent en fait au cœur de l'histoire et en plus qui fait le bon choix, évidemment. Donc voilà, c'est une série que j'ai trouvée très bien faite, très solide. C'est une mini-série Ouais, très intelligente et qui raconte vraiment un aspect méconnu, en fait, qu'on connaissait très peu tout de à ces fait. événements On pourra peut-être juste dramatiques. déplorer le fait qu'effectivement France Télé n'a pas du tout mis en avant cette série qui est sortie en parallèle de Des Vivants, qui elle a eu Oui, c'est beaucoup, peut-être le beaucoup problème, oui. Voilà, d'expositions. Il y a 4 épisodes, donc c'est pareil, c'est un format court, etc., mais ouais, qui n'a pas été vraiment assumé par France TV. Typiquement, pour préparer l'émission, en général, on cherche des bandes annonces pour vous les diffuser sur les écrans derrière et habiller ouais. l'émission. Il n'y a aucune bande annonce Ah ouais, disponible de cette série, d'accord, autre qu'un un vertical sur le TikTok de France Info, voilà. Mais ok, c'est tout, qui est une espèce d'explication de la série, mais il n'y a pas d'accord. d'image, il n'y a que des photos qui existent. Enfin, voilà, il n'y a eu aucune promotion qui a été faite, c'est un peu dommage, mais surtout ne ratez pas, donc ça s'appelle 13 novembre, le choix de Sonia. Ok. Il y a 4 épisodes, c'est à voir sur France TV, donc foncez regarder ça. On va terminer avec toi, ton choix, Sylvain, qui est très très différent. Ah On va oui, changer d'ambiance. extrêmement On va différent. se projeter sur une série qui n'est pas encore dispo en France, mais tout le monde en parle, paraît-il. Alors, tu me l'as super bien vendu. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Tout le monde se l'arrache. Moi, j'ai tapé son nom du coup sur Google, etc. Les gens cherchent où la regarder, Oui, puisqu'elle est disponible, bon, de façon plus ou moins légale, via des VPN, via Dailymotion, par exemple. Si on tapez par le nom de la exemple. série dans Dailymotion, vous allez la trouver. Elle va arriver sur HBO Max, ça a été annoncé, ça y est. Elle a été achetée Oui, en France par HBO Max, mais c'est une série canadienne oui, c'est qui est diffusé sur sortie Crave. sur Crave, voilà, qui est un peu le Netflix canadien, on va l'appeler comme ça. Cette série, c'est Heated Rivalry. Rivalry. Exactement. C'est très Et fort oui, comme ça titre. arrive. Alors, j'ai pas le de vous donner la date exacte, mais ça arrive très très prochainement sur HBO Max en France. C'est déjà diffusé aux États-Unis sur cette plateforme. Je vous invite quand même à garder un œil sur HBO Max la première ou deuxième semaine de janvier, hein, sans trop Voilà. donner d'indices. Mais du coup, donc c'est une série qui est basée sur des romances, donc des romans de romance Ouais. entre hommes. On suit deux joueurs de hockey sur glace qui sont rivaux, Mhm. évidemment, comme le dit le titre, mais qui vont commencer une histoire d'amour. Alors évidemment, c'est pas les deux seuls. On va se rendre compte qu'il y a d'autres joueurs qui sont gays dans cette série et qui traversent également des moments amoureux. Honnêtement, au début, quand j'ai regardé la série, je me suis dit, c'est comme Élite, donc ça ne raconte pas grand-chose, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sexe assumé, on va dire ça comme Ouais. ça. Et en fait, au fur et à mesure des épisodes, l'histoire se raconte plutôt bien. Elle est très bien écrite, plutôt bien mise en scène. La bande-son est incroyable d'ailleurs. Euh, et en fait, on commence vraiment à s'accrocher au personnage. Moi, je mentionne souvent l'épisode 3 comme étant vraiment un super épisode parce qu'il raconte le combat d'un des joueurs de hockey sur glace qui ne veut pas avouer son homosexualité, mais qui commence une histoire d'amour. Et en fait, pendant tout l'épisode, on suit une histoire d'amour sur plusieurs mois.
Et forcément, elle est faite de doutes, de drames, mais aussi de moments complices. Alors oui, c'est pas une série qu'on regarde en famille, hein. Ne la mettez pas à Noël, avec les enfants, ça n'est pas du tout une bonne idée. En revanche, ça raconte bien, l'homosexualité dans le sport et même, des relations, entre hommes et même, bisexuels. Mmh. Franchement, c'est plutôt bien mis en scène Et et qu'est-ce qui fait qu'on en parle autant? Pourquoi il y a un buzz qui fait que tout le monde l'a réclamé et qu'HBO Max a annoncé triomphalement, une acquisition comme s'ils avaient décroché le gros lot, quoi? Alors, bah, déjà, bon, les acteurs, c'est pas les plus moches du marché, hein, on va pas se OK, mentir. d'accord. Les scènes sont très suggestives, donc ça aussi, je pense que ça aide OK. beaucoup, hein. Elite, ça a beaucoup aidé. Mais je pense aussi que ça touche les gens, en fait, parce que ça raconte quelque chose, contrairement à Elite. Ça raconte D'accord. vraiment quelque chose et ça le raconte bien. Je ne sais, enfin, je suivais Film de Lover sur Blue Sky qui expliquait que le succès aux États-Unis n'était pas non plus énorme, hein, mais Ouais, apparemment au ouais. Canada, Crave en est extrêmement content. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. D'ailleurs, il y a une saison 2 qui a déjà été annoncée alors que la saison 1 n'a toujours pas, C'est terminé, ouais. n'est toujours pas terminée. Donc, il y a un succès sur les réseaux sociaux. Effectivement, oui, sur TikTok notamment, il y a énormément d'édits. Les acteurs ont gagné entre 50 et 100 000 followers chacun entre le début et le milieu de diffusion. Donc oui, il y a un buzz sur les réseaux sociaux et c'est ce qui compte aussi beaucoup aujourd'hui pour les plateformes. On parlait Ouais. des docus musicaux, mais le buzz que ça suscite sur les réseaux sociaux, c'est juste énorme pour eux. Donc, et pour Crave qui a besoin de se faire connaître. Donc la preuve, voilà, aujourd'hui, HBO France Mmh. l'annonce triomphalement. Je pense que ça, honnêtement, c'est une série qui est hyper importante. Et d'ailleurs, preuve en est, hein, les bouquins vont de nouveau être traduits et bénéficier d'une sortie en Ouais. France. Donc clairement, c'est une bonne Mais série, c'est une très bonne surprise de cette fin il d'année. faudra un jour qu'on se penche dans cette émission sur Crave, qui est une plateforme qui produit pas mal de choses et notamment qui avait produit Empathie cette année aussi. Exactement, C'est de là qu'est venue Empathie qui est diffusée sur Canal+, très bonne qui est une des plateforme. meilleures séries de l'année et qui peut produire donc des genres très différents parce qu'entre Empathie et E.T. dans Rivalry, il y a quand même Un monde, un monde d'écart. Mais voilà, donc ce sera peut-être la série événement du début de l'année en peut-être, ouais. France. Elle l'est déjà au Canada, un petit peu aux États-Unis. Suivez donc bien attentivement. Voilà, Sylvain vous a un peu teasé. Début d'année, voilà, Tu au as mois de raison. janvier sur HBO Max. Merci beaucoup Sylvain pour cette reco. Je rappelle qu'on peut te lire sur le site de Tech Co à peu près tous les jours, sauf le week-end. C'est ça, Je suppose. exactement. Et plus à partir de ce soir, après je pars en vacances, hein. Et ben voilà, on te souhaite d'excellentes vacances, Sylvain. Tu as bien mérité. Merci d'être passé sur le plateau aujourd'hui. Merci de m'avoir Et eu. merci Olivier Forest, merci beaucoup, organisateur, je rappelle, du Festival international des films musicaux, Fame. Où et quand la prochaine édition? La prochaine édition du 23 au 26 avril à Paris, donc dans deux beaux cinémas parisiens, Le Reflet et L'Arlequin. Ok, super, avec une programmation éclectique, j'imagine. Avec une programmation en cours. Là, je suis en En train cours. de visionner pas mal de choses et de faire mes choix. Très bien, et ben on ira découvrir ça. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau Avec plaisir. aujourd'hui. Merci à tous les deux, encore une fois, et merci à vous de nous avoir suivis. Si vous êtes arrivés en cours de route, ça vous arrive parfois, et bien l'émission elle est à revoir comme toutes les autres en replay sur le site, sur YouTube, sur la chaîne de Tech Co et sur toutes les plateformes d'écoute. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.